Bonjour docteur, on est venu vous voir parce qu'on a un petit souci, enfin Sam plutôt a un petit souci. Peut-être que tu veux t'exprimer? C'est un problème par rapport à la machine, hein, parce que elle a beau dire oui ça me suffit, moi je sens bien quand on se fait tourner les manettes, j'ai envie de lui donner plus, j'ai envie de la faire vibrer, et là j'ai l'impression d'avoir touché un peu ma limite, j'ai l'impression qu'il m'en manque. Pourtant je suis dans la moyenne, hein. Je suis dans la moyenne, 15. Mais parfois je vois des vidéos, comme tout le monde, hein, on va pas dire, tout le monde. Donc c'est pas que moi, tout le monde voit des vidéos comme ça. Mais je vois des vidéos avec des mecs, sont des trucs 20, 25. Là j'ai vu un gars avec 27. Oui mais là, je sais pas si je pourrais le supporter. De toute façon c'est trop tard. Je suis passé à l'action. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je suis allé au Danemark et j'ai fait changer ma machine. Joyeux Saint-Valentin. Salut à tous! Et bonjour! Nous avons reçu beaucoup de choses. Beaucoup de cartons danois. Bon, vous avez vu le titre de la vidéo, en fait on a reçu le Reviewer Kit de la part d'Azetec, donc top, on va pouvoir tester du coup la gamme Azetec au fur et à mesure. Aujourd'hui on va se concentrer sur la base Invicta qui est là derrière, mais ils nous ont pas envoyé que ça, donc pour vous dire un peu ce qu'on a reçu, on a reçu le Forte, là, le volant Forte, pour l'utiliser avec la base évidemment, pour pouvoir faire aussi un tout premier retour dessus rapide, même si on fera une vidéo dédiée plus tard. On a reçu aussi un Quick Release, histoire de pouvoir poser une roue ronde, parce qu'ils n'ont pas encore de roue ronde dans leur catalogue Azetec, du coup on pourra poser une roue ronde à nous là-dessus. On a aussi la base Forte qui est là. Ça pèse une tonne à chaque fois, mais voilà, elle est ici. On la déballera plus tard aussi. Et on a quelques options de montage aussi, ça c'est le truc frontal. On a aussi reçu le bottom mount, donc le truc pour le poser sur les surfaces planes. Enfin, voilà. Tout ce qu'il faut, on vous en parlera en détail juste après. Mais c'est pas tout! Ah oui, pardon, j'oublie des trucs. Les clutch paddles pour le volant, les palettes d'embrayage, les palettes analogiques qu'on a en dessous, avec des capteurs magnétiques. Et on a aussi les palettes qui vont au-dessus pour le DRS et le push to pass par exemple, qui vont au-dessus des palettes de passage de rapport. Comme ça, on se retrouve avec le Forte en mode 6 palettes, ce qui est ce que moi je voulais, donc je suis content qu'ils aient envoyé ça, parce qu'au moins on va pouvoir le tester correctement ce volant-là. Un grand merci à Azetec, merci de nous avoir envoyé tout ça, puis de nous faire confiance aussi. Donc vraiment top, du coup on peut tester ça un peu en amont, pour pouvoir vous faire un retour et que vous sachiez à quoi vous attendre quand les commandes seront effectivement prêtes à être expédiées, quoi. Et pour la gamme La Prima, on ne vous a pas oublié, puisque vous avez posé la question qu'est-ce que vous voulez tester, et tout le monde a dit La Prima, La Prima, La Prima. Donc on a dit ok. Et n'empêche, il y a eu plusieurs centaines. Sérieux, entre la chaîne YouTube et le site, il y a eu en réalité, ça se compte à 3 chiffres, effectivement, les votes. J'ai plus le compte précisément, mais ouais, plus de 92% de votes sur le La Prima. Donc c'était vraiment, tout le monde voulait du La Prima. Il y avait quelques personnes qui ont demandé le Forte, quelques personnes l'Invicta. Résultat, tout le monde sera content parce qu'on va faire des revues sur tout, voilà, sur toutes les gammes. La Prima ne sera disponible pour nous que mi-mars. Donc vous allez attendre un petit peu, calmez-vous. Si on le reçoit mi-mars, ça veut dire que, parce qu'il nous faut entre 3 semaines et 1 mois pour review un truc, ça veut dire que vous aurez la review du La Prima entre début et mi-avril. Aujourd'hui on va parler de la base Invicta, mais avant ça quand même un petit point sur l'entreprise Azetec pour ceux qui ne connaissent pas. Azetec, c'est une entreprise danoise qui est connue au départ pour ses systèmes de refroidissement d'ordinateurs, et depuis 2020, il se concentre sur le sim sport et surtout le sim racing. C'est une boîte qui a 20 ans. Là, ils se sont lancés dans le sim racing en 2020, effectivement. Au début, avec 2 pédaliers. Donc, il y a eu d'abord le pédalier Invicta. C'est le pédalier hydraulique qui avait fait quand même beaucoup parler de lui à l'époque et qui fait encore beaucoup parler de lui parce que très performant, parce que ressenti très proche finalement de la réalité des pilotes de Formula, de LMP et de GT3. Après, ils ont sorti le Forte qui était la version load cell, enfin load cell avec élastomère, donc plus conventionnel on va dire, mais qui a un ressenti qui est finalement assez proche de l'Invicta, donc ça c'était top. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que la gamme Invicta? Alors l'Invicta pour Azetec, c'est le haut de gamme de leur marque. Donc la Prima, c'est l'entrée de gamme, qui est déjà, si tu regardes les caractéristiques, plutôt haut de gamme par rapport à ce qu'il y a là. Après, tu as le Forte, c'est leur milieu de gamme.
Donc là, t'es plutôt déjà sur du matos pour vraiment sim racer sérieux, machin. Et après, t'as Invicta. Là, c'est vraiment pour les puristes passionnés qui veulent du truc, le top du machin et qui regardent pas trop à la dépense, on va dire. Le côté novateur chez AZTEC, c'est que c'est du matériel qui est évolutif. Outre le côté, effectivement, qualité des composants, parce que si vous avez vu d'autres tests de matos AZTEC, vous savez que la qualité des composants est au top. Outre ça, il y a aussi l'aspect, effectivement, rapport qualité-prix, mais il y a l'aspect aussi évolutabilité. Évolution. L'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir prendre un produit et le faire évoluer avec le temps et pas être obligé de racheter toujours du matos. Ils réfléchissent un peu au matériel sim racing, un peu comme si c'était des ordinateurs. Quand on se fait un ordi custom, on change la carte graphique, on change la RAM au fur et à mesure, on change pas tout le PC à chaque fois. Et eux, ils pensent un peu comme ça pour le matos sim racing. Tu le fais évoluer au fur et à mesure et du coup, il te suit pendant plusieurs années. Tu n'es pas obligé de racheter à chaque fois du matos. Et ce que tu disais, on peut faire évoluer les pédaliers, c'est la même chose pour les bases. On peut faire évoluer la base, la prima vers le forte. Les volants aussi, de la prima vers le forte. Attention effectivement sur les bases. Une base la prima peut être transformée en forte, mais une base forte ne peut pas être transformée en Invicta parce que ce n'est pas le même moteur. En fait, le moteur Mige qui est à l'intérieur de la base est moins gros dans la base forte et c'est le même moteur dans la base forte et dans la base la prima, c'est juste la carte PCB et l'alimentation qui est différente. On peut transformer effectivement l'un en l'autre. Autre avantage que j'apprécie sur ce côté évolutif, c'est qu'on va pas avoir plein de matériel qui vont traîner dans les cartons et embêter toute la famille. Alors ça c'est marrant que tu dises ça parce que nous on a une pièce maintenant réservée aux cartons de matériel sim racing. Maintenant qu'on a fait le tour de la marque, on va pouvoir s'intéresser à la base Invicta. Parlons caractéristiques. « 27 Nm. 11 kg 3. Moteur Mige. 1563 € et 1 centime, TVA incluse. Est-ce que tu peux me parler de la réactivité, qui était très importante pour AZTEC? La réactivité de la base, ce qu'ils appellent le slew rate, en fait, c'est la vitesse avec laquelle la base va être capable d'envoyer le couple. Parce que c'est bien d'avoir du couple, mais il faut pouvoir l'envoyer de façon réactive. Et donc là, les mesures qu'ils ont prises, AZTEC, c'est qu'ils sont capables d'envoyer entre 9 et 9,4 Nm par milliseconde. Ça veut donc dire qu'on peut atteindre un pic de couple maximal en 3 millisecondes. Ils se tirent la bourre à genre 2 millisecondes près avec Simucube, c'est équivalent. Voilà. En termes de ressenti, ça ne changera rien par rapport à Simucube là-dessus. Mais il y a aussi cet encodeur qui est très important, c'est-à-dire que l'encodeur, c'est ce qui va permettre d'avoir la précision dans le mouvement, ce qui va permettre d'avoir la précision dans l'input que tu vas mettre et dans les retours que tu vas recevoir aussi par rapport à cet input. Et là, toutes les bases sont très loin d'être égales. On en parlera sûrement dans une prochaine vidéo du fait que toutes les bases Direct Drive ne sont pas du tout sur un pied d'égalité, que c'est faux cette idée-là. Il y a des différences et les différences elles se jouent là-dessus. Il y a la puissance, il y a le slew rate, donc la vitesse avec laquelle tu vas avoir l'input, il y a l'encodeur. L'encodeur qu'on a là c'est un 22 bits, ça veut dire qu'on a 4 millions de points de référence par tour de roue, c'est-à-dire que tous les 360 degrés que vous faites avec votre volant, vous avez 4 millions en fait d'activation, 4 millions de points de repère. C'est énorme. C'est identique à Simucube. Là, pour le coup, ils ont pris le même matos. Voilà, ça vous donne une idée du level. Hein. Mais après, il n'y a pas seulement l'aspect hardware, parce que là, au niveau du hardware, ok, donc ils ont décidé de prendre le top du top. Et au niveau du software? Mais il y a le niveau software. Ça aussi, c'est le deuxième pendant qui fait toute la différence entre un bon Direct Drive et un Direct Drive moyen. Au niveau du software, on s'est posé la question pendant un moment de est-ce qu'ils étaient partis de zéro ou est-ce qu'ils avaient peut-être, parce qu'il y a eu des gens débauchés, il y a eu des choses, il y a eu des rachats d'entreprises, il y a eu des partenariats aussi qui ont été faits. En 2020, en fait, pour la petite anecdote, il y a AZTEC qui a fait un énorme chèque. Il y a eu un accord qui a été signé entre AZTEC et Granite Device. Il y en a sûrement parmi vous qui connaissent. C'est la boîte qui possède Simucube. C'est la boîte qui est au-dessus de Simucube. Ils ont fait un énorme chèque de 6,8 millions, payé en 2 fois. Il y avait un délai de paiement. Oui. La première partie cash et l'autre partie après avec une libération d'action. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, ça c'est chiant. Vous pouvez aller retrouver les infos sur le site d'AZTEC si vous voulez là-dessus. Mais en gros, ils ont fait ce gros chèque. Mais en contrepartie, ils ont eu la licence pour le Quick Release, le fameux Quick Release AZTEC qui est très performant, qu'ils ont amélioré, mais qui est en fait une évolution du modèle Simucube. Mais il n'y avait pas seulement ça dans le deal. Il y avait aussi du consulting, il y avait aussi des plans techniques, il y avait aussi du software. C'est-à-dire que AZTEC, plutôt que de partir
d'une base zéro, on va dire, et de devoir créer un software de A à Z eux-mêmes pour gérer un direct drive, ce qui est très compliqué, ce qui prend des années, et ce qui a pris... Simucube, si c'est les meilleurs, c'est pas pour rien là-dessus, hein, c'est qu'ils ont vraiment 5 ans d'avance sur tout le monde par rapport à toutes les autres marques sur le logiciel. Alors c'est... Certes, ok, on peut dire que c'est un peu, qu'il est peut-être un peu complexe à prendre en main, un peu usine à gaz quelque part, mais quand tu le prends bien en main, il est quand même bon. Après, on n'a pas eu l'occasion de le prendre beaucoup en main, je l'ai vu que 2 ou 3 fois. Il est très complet, il est très précis, très puissant cet outil-là. Donc, ce qu'ils ont choisi de faire à AZTEC, c'est de ne pas partir d'une feuille blanche, c'est tout simplement d'aller partir de la base de ce système-là, de ce software-là, puis après, eux, de l'évoluer, d'en faire leur sauce à eux. Et en ça, je trouve que ouais, c'est futé. Oui, ils sont hyper intelligents, moi je trouve, AZTEC. Ils savent qu'ils sont les meilleurs dans le domaine, ils savent que Simucube c'est les meilleurs, quoi qu'il advienne, voilà, c'est le matos de référence en termes de retour de force. Bah du coup, eux, leur étalon, c'est ça qu'ils veulent atteindre. Et ils le voient même pas du coup comme des concurrents, parce que l'énorme chèque qu'ils ont fait, vous vous doutez bien que Simucube, ça leur permet aussi de lancer des projets, de faire des trucs. Et les projets qu'on a vus par la suite, vu le temps de développement que ça a pris et le coût de ce genre de projet, je pense par exemple à la Active Pedal. Il y a de fortes chances que la Active Pedal ait été financée effectivement en grande partie grâce à ça aussi. C'est très bien. Mais tant mieux, mais c'est très bien en fait, ça bosse. En fait, c'est pas des concurrents, c'est plus ils marchent. C'est des partenaires quoi. Ouais, ils marchent main dans la main. Ils ont effectivement eu cette intelligence de pas partir de zéro dans tout le domaine. Quand ils ont eu besoin de créer des pédaliers, ils sont pas restés tout seuls dans leur coin. Ils ont pris leur expérience qu'ils avaient de la course réelle, parce qu'ils ont une expérience en course réelle avec Valdemar qui est pilote, qui est en LMP3 cette année dans les Asian Le Mans Series entre autres, qui avant ça avait fait les GT World. Il y avait aussi le partenariat avec Magnussen, enfin qui est toujours en cours d'ailleurs. Et le partenariat avec Magnussen, c'était pas juste un truc marketing. Il n'y a pas eu le produit siglé Magnussen qui est sorti. Par contre, Magnussen, au niveau du retour de force, au niveau du ressenti du frein de l'Invicta, il a apporté quelque chose. Il a apporté sa pierre, il a aidé. Et c'est d'ailleurs pour ça que André Eriksen, le PDG d'AZTEC, a accepté de faire le module sur le pédalier Invicta pour rallonger un tout petit peu la course de la pédale. Et ben ça, c'est parce que Magnussen lui a dit que oui, effectivement, il faudrait rajouter un tout petit poil sur sa pédale de frein à lui. Sinon, il le faisait pas, André, il voulait pas. Il voulait vraiment le truc que lui connaissait, qui était réel dans ses voitures à lui. Donc voilà, il s'entoure toujours de gens qui savent. Ils vont voir les mecs qui savent, les mecs qui sont les meilleurs. Ils prennent l'information à partir de ça et ils créent leurs produits avec ça en tête et en essayant d'améliorer les choses, en essayant d'amener leurs pattes. Et c'est pour ça que nous, on les trouve intéressants et qu'on avait été les voir et que du coup, on vous en parle. J'aimerais revenir sur la base Invicta et finaliser du coup la partie caractéristique. D'un point de vue connectique, on a une connexion USB-C. Donc pour aller vers l'ordinateur, et il y a 5 USB-C pour pouvoir connecter tous les périphériques qui vont bien. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, là dans l'année, ils vont continuer de développer l'écosystème et l'objectif d'AZTEC, c'est d'avoir un écosystème complet assez rapidement. Donc cette année ou l'année prochaine, avec du coup frein à main, boîte de vitesse, enfin tout ce qu'il faut comme d'habitude, pour avoir un écosystème complet. On peut parler du QR un petit peu ? Et sur cette base, on retrouve aussi le QR AZTEC qui faisait partie du deal à 6,8 millions dont on a parlé tout à l'heure, le fameux deal avec Granite Device et donc Simucube. Donc, sans surprise, on retrouve quelque chose qui ressemble beaucoup au QR Simucube, mais avec quelques particularités. Alors ça, c'est le Quick Release Forte. Il va y avoir 2 Quick Release qui vont sortir pour vous expliquer rapidement. Il y a le Forte. Le Forte, en fait, c'est un Quick Release donc avec Anthrax 670, donc c'est compatible avec à peu près tout ce que tu veux. Et du coup, ce Quick Release, il possède un petit levier, c'est-à-dire qu'il va venir s'enfourner dessus. Tout simplement, on le glisse en fait à l'intérieur et pour le retirer, on appuie sur le levier et on le retire. On peut le faire d'une seule main, c'est très simple, il n'y a pas de friction, c'est parfaitement stable, c'est solide, il n'y a pas le moindre mouvement, il n'y a pas le moindre jeu dans le Quick Release, ça c'est très agréable. De toute façon, il ne peut pas y en avoir, c'est le modèle, étant donné qu'il utilise la même forme que le Simucube, tu peux pas avoir de jeu en fait à l'intérieur. C'est physiquement pas possible, à moins d'essayer de le péter avec un pied de biche à la rigueur. On va éviter quand même. Bon, on va éviter. Voilà, en tout cas, il est très simple, très efficace. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il va y avoir 2 QR. Donc ça, c'est le Forte. Ça va être le modèle de QR Forte, sur lequel il n'y a pas les petits pins de connexion. C'est-à-dire que si vous le mettez sur un volant, il faudra du coup brancher votre volant en USB ailleurs. Alors que sur le modèle de QR Invicta, il y aura les petits pins de connexion et vous pourrez brancher votre volant avec un câble qui directement sera sur le QR. Donc il n'y aura pas besoin de tirer un câble jusqu'au PC ou ailleurs. Ce sera directement sur le QR et ça passera directement par la base. Vous pourrez directement faire vos réglages sur la base. Ça ressemble à ça, les 6 pins de connexion là qu'on voit ici, qui viennent en fait se plugger sur
sur la partie du QR de la base. C'est très efficace, ça marche très bien. Pour les possesseurs de Simucube, vous verrez de quoi je veux parler. Quand tu roules un peu avec ton Simucube, après pour retirer ta roue, généralement, il va falloir foutre un petit coup en dessous, parce qu'elle étant donné que le mécanisme est fait de cette manière-là, avec cette forme. Plus il va y avoir de mouvement, plus il va s'enfoncer et du coup se fermer. Et ce qui fait que tous ceux qui ont un Simucube, ils sont obligés de mettre un petit coup pour pouvoir enlever le volant de la base. Très souvent, ouais, tu es obligé de foutre ton petit coup en dessous. Et là, t'as pas besoin. Le revêtement, en fait, qu'il y a sur la surface, c'est un revêtement qui est un peu antidérapant. Du coup, je peux vraiment le retirer et le remettre sans aucun effort. Est-ce qu'on parle très rapidement peut-être du volant Forte? Parce que je pense que vous vous posez peut-être des questions sur ce volant. En tout cas, on a eu quelques questions dans les commentaires précédemment. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Rapidement, on fera une vidéo dessus, il n'y a pas de souci, on vous expliquera vraiment tout en détail, mais est-ce qu'on peut peut-être faire deux petits mots? Le volant Forte, on l'avait découvert chez Azetec, il était encore au stade de prototype. Moi, il m'avait beaucoup marqué, j'aimais beaucoup le grip qu'il pouvait avoir, je trouve qu'il n'est pas trop grand, il n'est pas trop petit, je trouve qu'il est à la bonne taille, on l'a bien en main. Tout ce qui est bouton, moi j'avoue que c'est... Toi, tu t'en fous? Je m'en fous. Par contre, à l'arrière ici, tu as ajouté les palettes. Donc là, on a 6 palettes. Là aussi, je m'en fous. Toi, tu n'utilises pas... Non, moi j'ai juste les deux là, ça me suffit pour l'instant, ça me va bien, j'ai pas besoin de plus. Mais je peux tout à fait comprendre qu'on ait besoin des 6 palettes et que ce soit agréable pour débrayer à la vraie manière d'une Formule 1 par exemple. Ben ouais, l'objectif c'est quand même de se rapprocher. Si on parle en termes de grip et de fonctionnalité, concrètement, elle est top, hein. Il est au top. Après moi c'est le côté design, j'ai un peu plus de mal personnellement. Voilà, moi c'est l'inverse. Ah ouais? Bah oui, j'allais dire ça, c'est chouette. En plus, il y a des LED partout, ce qui fait qu'on peut bien voir les drapeaux, on peut voir les changements de rapport. Enfin, et puis tu les paramètres comme tu veux. Moi, au contraire, je trouve que c'est top. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités qu'il n'en faut. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'encodeurs rotatifs, il y a tellement de trucs, de boutons, de machins, que tu peux même pas tout mapper au final. Il y a des trucs, tu te dis bon bah ça me servira à rien. Celui-là, je vais pas l'utiliser, celui-là machin. Ou alors tu mets des trucs que tu utilises jamais. C'est genre avancer le siège. Vraiment, tu vois, parce qu'il y a un moment tu sais plus quoi mettre dessus. Mais donc il y a beaucoup plus de fonctionnalités qu'il en faut et du coup c'est très bien parce qu'en termes de fonctionnalité à ce tarif c'est concrètement le meilleur. En termes de grip il est excellent. En termes de les palettes, la précision des palettes, le ressenti des palettes il est juste top. Mais il y a ce petit côté design et puis je sais pas. On fera une review complète dessus, il y a des petites choses quand même qui... Ok, bon, on en parlera. C'est pas un coup de cœur, il est super beau, il est super bon, je veux dire. Il fait très très bien son travail, mais pour moi, c'est pas un coup de cœur. Alors là, j'ai retourné du coup la base Invicta. Pour rappel, 11 kg 3. Donc là, j'ai fait mon sport de la semaine. Et on va remarquer qu'en dessous, on a 4 T-bolts. Donc c'est des écrous en T qui sont sur un rail, sur 2 rails, qui permettent comme ça de les faire avancer d'avant en arrière. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez sûrement, vous avez déjà vu sur les Fanatec SLDD et GTDD Pro. C'est un système qui est très pratique parce qu'au final, ça vous permet de ne pas avoir à percer, enfin dans la plupart des cas, de ne pas avoir à percer votre plaque de châssis pour pouvoir poser votre matos. Puis ça permet aussi de rapprocher ou d'éloigner en fait votre base plus ou moins et de vraiment du coup avoir déjà un réglage de la profondeur de votre volant sans avoir à toucher au réglage de votre châssis. Donc ça c'est quand même assez pratique. Et par contre il y a quelque chose à noter, je vais vous donner l'anthrax du coup entre les deux là, on est à 8,7 entre les deux axes ici. Donc comme ça vous savez, voilà, vous faut un 8,7 comme ça et puis après vous pouvez moduler comme vous voulez, vous pouvez les rapprocher comme ça, ce qui n'aura aucun intérêt, ou les mettre très éloignés, ou alors les mettre comme ça puis faire glisser vos petites choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme option de montage? On a cette plaque. Cette plaque-là qui est le bottom mount, ils appellent ça. Et ça permet en fait de monter la base par en dessous et du coup dessus j'ai déjà installé, vous voyez les boutons on-off et le torque off qui se pose simplement avec 4 vis qui se mettent en dessous. Donc ça c'est très rapide. Et ensuite on va pouvoir venir mettre la base directement là-dessus et fixer toute la plaque d'un seul bloc, soit avec les trous qu'on a un peu partout qu'on peut utiliser, ou alors moi j'ai utilisé en fait ces rails ici, ces rails là qui me permettent de les fixer correctement et puis de pouvoir jongler encore une fois d'avant en arrière. Là je vais vous montrer comment ça s'installe sur la base, vous allez voir c'est très simple. Alors oui, vous allez peut-être remarquer, peut-être que ça se voit en vidéo, je sais pas si vous allez le voir ou pas en fait. Là j'ai des petits traits, ça c'est moi qui les ai fait au crayon de papier en fait, c'est pour repérer mon réglage à moi idéal.
oui, il y a un truc que j'aimerais vous signaler, qui pour moi est un axe d'amélioration sur cette base, c'est que les bolts, là, les T-bolts, on peut pas les sortir, ou alors faut vraiment démonter le cul ou l'avant de la base, ce qui est chronophage et pas forcément très pratique. Ce qui aurait été bien, je trouve, sur cette base-là, c'est finalement, quitte à faire comme Fanatec avec le CSLDD, c'est vraiment d'y aller à fond et de faire en sorte qu'on puisse sortir ces T-bolts. Comme ça, on aurait juste à poser les écrous en T sur notre châssis ou sur notre plaque, et puis après venir faire glisser la base comme Fanatec l'a fait, pour finalement qu'on n'ait pas besoin de s'embêter à essayer de trouver pile poil le juste milieu. Parce que ça, c'est un petit peu... Enfin, ça vous prend 5 minutes la première fois, mais c'est toujours 5 minutes qui sont mieux consacrées à autre chose, quoi. Ce petit détail, alors c'est pas énorme comme détail, vous voyez, mais c'est... Pour des gens qui montent et qui démontent des bases tout le temps, on apprécie... On apprécie quand c'est un tout petit poil facilité. Alors évidemment, toute la visserie est fournie. Je vous l'ai pas précisé, mais toute la visserie a été fournie avec. Hop, je vais essayer de bien me mettre par rapport à mes deux traits. Un côté, l'autre. Voilà, donc là c'est posé. Et après, en fait, on peut prendre tout ce bloc d'un seul bloc et aller le poser directement sur son châssis. Assez cool. Et après, il y aura la partie façade. Et ça, je sais pas encore comment ça marche. On va le découvrir ensemble. Très bien. Je voulais juste signaler un truc. Nous, ça nous a fait... quelque chose. Oui, ça nous a fait quelque chose. C'est le numéro de série de la base. C'est la première. C'est la première qui est sortie d'usine. Incroyable. Je suis... Ça fait un petit truc. C'est con, mais c'est la première. C'est cool. Alors, on va passer au changement de volant pour voir un peu ce QR, comment ça marche. Le QR, bon, très simple, on peut même le retirer à une main. J'ai du coup installé avec le QR Forte, un volant rond basique que j'ai trouvé sur un site internet. Ça coûte 100 balles, quoi, on va dire. Et voilà, ça se pose. Il n'y a pas de bouton dessus. J'ai pris le moins cher que je trouvais parce que j'avais pas envie d'investir dans un volant rond trop hardcore là. Alors oui, comment je l'ai installé? Bah tout simplement, en fait, je sais pas si vous allez bien le voir, mais on a 6 pas de vis, enfin 6 trous de vis M6. Donc c'est du 670 hein, l'Anthrax. Donc c'est standard, c'est le truc qu'on retrouve de partout ou quasiment, sauf sur les volants Nardi et les copines Nardi. Vous pouvez poser n'importe quoi sur ce QR, ça fonctionne. Petit détail, c'est que comme un idiot, j'ai pas checké les pièces que j'avais ou pas avant d'acheter ce volant. Parce que ce volant, en fait, c'est pas un volant de sim racing à la base, c'est un volant que tu trouves dans un magasin de bagnole, enfin basique quoi. Et j'avais pas réfléchi, je m'étais pas dit, tiens, sur un volant normal, il va pas y avoir de pas de vis pour fixer un QR. Donc il a fallu en fait que j'aille réacheter des écrous pour aller sur mes boulons. Si vous achetez un volant de base, bah oui, réfléchissez plus que moi et dites-vous, ah bah oui, il va me falloir des écrous. Sinon, on peut pas le fixer. On va le tester du coup sur le terrain, on va voir si ça fait le taf. Allez, on s'accroche, on passe au réglage du retour de force. Ça va pas être... non, si vous allez voir, ça encore, ça va être simple. La première page que vous voyez quand vous allez sur Wheelbase, c'est celle-ci avec votre volant qui tourne selon l'angle de rotation que vous avez défini. Donc là, c'est la page qui va vous permettre de faire le centre, de faire le centrage de votre volant. Donc quand vous êtes au centre, vous cliquez sur Set to Center et c'est bon. En fait, d'ailleurs, si vous êtes vraiment un gros maniaque, moi je suis toujours un peu flippé, j'ai toujours peur d'avoir un demi-millimètre d'écart entre le vrai centre et le centre de mon volant. Du coup, là, ce qui est entre guillemets pratique, vous voyez, il est pas lisse. Il y a des petits, il y a des petites encoches, enfin des trucs qui ressortent là comme ça. C'est décoratif. Et ben, c'est pas que décoratif pour moi, ça permet en fait de bien se centrer avec ces trucs là. Donc j'ai réussi à bien trouver pile poil pour que ce soit bien au centre, Voilà, il n'y a pas plus au centre. Je suis très content. J'ai trouvé ça pratique, donc voilà, je vous le partage. La petite astuce. Ensuite, on passe au réglage du retour de force en lui-même. Donc on va prendre un truc test. On va se remettre en basique. Pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne au début quand vous arrivez. En fait, quand vous arrivez sur le logiciel pour la première fois, le high torque ici, donc la torque maximale, le couple maximal de la base n'est pas activé et vous êtes en basique. Donc basique, c'est les réglages simplifiés, on va dire. Donc dans les réglages simplifiés, on a le steering angle, le steering range. Donc ça, c'est l'angle de rotation que vous définissez vous-même pour votre roue. Moi là je l'ai mis à 1080, vous pouvez aller de 180 à 1440. Bump stop hardness.
c'est la dureté du stop de votre roue quand vous atteignez l'angle de rotation maximal. Donc là, on va le mettre à 180 pour que je puisse rapidement vous montrer. Attendez, je réactive le retour de force parce que là, il était en mode pause. Donc là, je l'ai mis à 180, donc je peux faire 90 degrés de chaque côté. Et là, le bump stop, je l'ai mis en mode doux. Quand je le tape, j'arrive à mon 90 degrés, mais c'est doux. Je peux encore, si je force, je peux encore y aller en réalité. Si je le mets en médium, il va falloir que je force un peu plus. C'est-à-dire que déjà l'arrêt, il est un peu plus dur, c'est un peu plus, c'est moins amorti, ça fait moins un effet coussin, et il va falloir pousser un peu plus fort pour le faire avancer plus. Et enfin, si je le mets en dur, vraiment l'arrêt, il est plus rigide, d'ailleurs ça fait bouger l'écran du coup, et il faut que j'aille pousser encore un peu plus dur pour aller plus loin. Je ne sais pas si vous avez remarqué à l'écran, ce sera peut-être pas facile de le voir à la caméra. Bon, je vais le mettre en médium, comme ça, ce sera peut-être plus flagrant. Là, je tourne ma roue, je suis censé pouvoir la tourner à 90 degrés. Donc 90 degrés, je dois être à peu près là, comme ça. Et là, vous avez remarqué, mon bump stop, il est un peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre réglage qui s'appelle le bump stop range. Et le bump stop range, ça permet d'ajouter ou d'enlever des degrés autour du degré maximal de rotation du volant. En fait, quand vous ajoutez comme ça ces quelques petits degrés, au-delà de 90, là je suis à 90, si je tourne plus en jeu, il ne se passera rien, il n'y aura pas d'information qui sera envoyée, mais mon bump stop est à 100 degrés au lieu de 90. Est-ce que ça va? Flois compris. Si vous avez compris, c'est bien. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, on peut en reparler. Et on peut le régler jusqu'à 90 degrés. Donc ça veut dire qu'on peut faire 90 degrés de plus où il se passe rien en jeu. Donc ça n'a pas forcément un grand intérêt. Si vous voulez pas avoir ce petit jeu de quelques degrés, vous pouvez le mettre à 0. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on va le mettre à 0 ici. Et ça fera très bien l'affaire. Une fois que ça c'est réglé, on passe au force feedback. Force du force feedback. Donc là, de base, il est réglé sur 8 Nm, soit la puissance d'un CSLDD. Ce serait marrant de faire d'ailleurs des tours de roue à 8 Nm pour voir la précision par rapport au CSLDD, parce que ça nous aurait, il faudra qu'on l'essaye tout à l'heure. Mais ce qui nous intéresse, quand on a une base Invicta de 27 Nm, c'est bien entendu d'en mettre un peu plus. Donc on va aller cliquer sur le petit bouton High Torque. Ici. Là, ça nous affiche un message de sécurité. Vous êtes sur le point d'activer le gros couple, comme on dit. Donc, assurez-vous de lire avec attention ce qui suit. Donc, en gros, il vous explique qu'il vous faut absolument le bouton coupe-couple à portée de la main. Il vous faut un bouton coupe-couple absolument à portée de la main parce que vraiment, 27 Nm, dès que vous passez les 10-15 Nm, de toute façon, il vous faut un bouton coupe-couple. Sinon, on peut vraiment se blesser. Moi, je me suis déjà fait mal avec l'Invicta. Flo aussi s'est déjà fait mal avec. On s'est déjà fait mal avec des bases plus petites aussi, avec l'Alpha. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire une petite torsion du poignet, là, bien sympa. Faut être vigilant, surtout quand vous faites vos essais de retour de force, quand vous faites vos réglages et que vous n'avez pas encore trouvé le dosage idéal dans la force et dans les retours que vous avez de la piste, etc. Faut vraiment être vigilant à ça. D'ailleurs, je vous en parle maintenant comme ça sera fait. Le QR, il y a une sécurité en fait dessus. C'est-à-dire que s'il y a une pression qui dépasse, je crois que c'est 50 kg de mémoire, le ressort du levier se libère. C'est-à-dire que le ressort au-delà de 50 kg, il va repasser comme ça et ça va faire sortir le volant pour pas qu'on se blesse. Voilà, ça c'est une mesure de sécurité qui a été faite par AZTEC pour éviter parce qu'au-delà de 50 kg, en fait, vos doigts ils sont foutus. Donc ils ont voulu faire comme ça. Ben voilà, donc du coup faites gaffe, vous pouvez cliquer sur la petite case là, automatically turn on high torque mode when I open race hub. Donc ça oui, je suis d'accord, j'accepte. Donc là je passe en mode gros couple de base. Là c'est parce que c'est mon réglage à moi, mais normalement je crois qu'il me le met à 11 quand on active pour la première fois le gros couple. Ça nous le met à 11 et après manuellement on peut le monter à 27. Donc vous pouvez aller de 3 Nm à 27 Nm. 27 vraiment, je vous le répète, hein, mais faites gaffe quand vous faites vos premiers réglages, mettez pas votre jeu très fort. Par exemple, si vous êtes sur Assetto Corsa, mettez-vous autour de 25-30% pour commencer. Puis après, vous voyez, si vous avez besoin de plus, vous montez tout doucement les pourcentages. Mais mettez pas directement du 50%, vous allez vous détruire un poignet à la première courbe. Flo, elle l'a mis à 25 et ça va. Moi j'aime bien entre 30 et 35, je trouve que ça c'est pas mal sur Assetto. En fait quand tu contrôles la voiture tout va bien, mais c'est les moments où tu fais des erreurs, les moments où tu vas avoir une sortie de piste ou alors où tu vas prendre un vibreur de la mauvaise façon et que tu vas avoir un retour de ton volant qui va être un peu trop fort. Tu peux dans ces moments-là te faire mal quand même. Le coupe-coupe j'ai déjà utilisé genre 2-3 fois. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois dans des sorties de piste de devoir l'utiliser parce que vraiment le volant il envoyait le pâté. On passe au basic dumping. Le dumping, vous connaissez, c'est une force d'amortissement.
Donc là, il est très haut, ça amortit plus, là, ça amortit pas du tout. L'effet d'amortissement, c'est pas comme de la friction qu'on pourra ajouter d'ailleurs après dans les réglages avancés. C'est plus un effet où tu bouges le volant et ça va atténuer un peu le mouvement. Ça va atténuer aussi un petit peu les retours pistes que vous allez avoir, ça va un peu les adoucir. Mais si vous le mettez léger, c'est un peu comme une direction assistée mais très légère. Et après, on va avoir le smoothing. Basic smoothing, c'est l'adoucisseur. C'est le soupline du retour de force. Ça permet d'adoucir le retour de force. Par contre, ça enlève du détail sur le mettre haut. Plus vous allez le mettre haut, plus ça va adoucir, ça va enlever les effets un peu parfois numériques même qu'on peut retrouver dans les retours de force. Ça va enlever un peu cet effet-là, mais à chaque fois que vous allez l'augmenter, vous allez perdre un peu de détail fin. Donc faut pas le mettre trop haut, faut arriver à trouver la bonne équilibre en fait entre ok c'est assez doux, c'est naturel, mais en même temps j'ai les détails dont j'ai besoin et que je veux pour être performant en piste. Faut arriver à trouver cet équilibre-là. Donc moi j'ai tendance à pas le mettre trop haut ce truc-là, le mettre à low ou médium à la rigueur. Surtout quand tu as une base comme ça, l'intérêt d'avoir autant de newton-mètres, c'est justement ces détails. C'est dommage de le mettre trop haut ce machin-là. Ça, c'était les réglages basiques. Pour ceux qui se lancent pour la première fois sur un direct drive, c'est pratique, comme ça c'est simple à comprendre et ça te permet plus tard de passer aux réglages avancés. Dans les réglages avancés, tu as plus de choses. Tu retrouves aussi des choses identiques. Par exemple, le steering range, on l'a toujours. Le bump stop hardness, on l'a toujours. Le bump stop range, on l'a aussi. High frequency limit. Alors, le high frequency limit, ça va limiter les fréquences envoyées par le retour de force. C'est-à-dire que le retour de force, ça marche sur un système de fréquences qui vous est envoyé à travers la base. Et la base, elle traduit ça en fait en signaux qui vont être retranscrits dans le volant. Mais en fait, ce signal-là, on va pouvoir, avec cette base, l'atténuer ou le mettre sans aucune limite. Et en fait, plus vous allez le descendre, plus vous allez avoir un retour de force qui est doux, qui est lissé, mais aussi où vous perdez beaucoup de détails. Ça, c'est là vous pouvez en perdre vraiment beaucoup du détail. Donc mettez-le haut. Moi, je dirais entre 3003 et 4007, voire nos limites. Si vous voulez adoucir un peu, d'adoucir un tout petit peu, mais de pas non plus perdre trop de fréquence parce que c'est vite dommage, encore une fois, quand on a du beau matos, autant en profiter à fond, autant l'utiliser à plein potentiel. Le damping, on en a déjà parlé, c'est la même chose que pour le réglage basique, sauf que là on peut vraiment le régler au pourcent près, donc ça c'est cool. Alors, la friction, en fait la friction, comme le nom l'indique, ça va ajouter de la friction dans l'arbre de direction quand vous tournez le volant. Donc là il est à 0, si je le mets à 100%, ça rajoute, là c'est un peu plus difficile à tourner entre guillemets, alors c'est pas très dur, d'accord, ça rajoute pas de la dureté, c'est pas chiant, mais on sent qu'il y a quelque chose, voilà, on sent qu'il y a comme si on faisait vraiment bouger un arbre de direction, des pneus derrière, ça rajoute un peu en réalisme, mais généralement les simus sont quand même plutôt bien foutus de ce côté-là, donc il n'y a pas besoin d'en mettre ou pas besoin d'en mettre beaucoup, ça dépend des jeux, mais il n'y a pas besoin d'en mettre plus de 15-20% généralement. Ça suffit très largement. L'inertie. Quand vous allez bouger le volant ou quand le quand le retour de force va amorcer un mouvement du volant dans un sens ou dans l'autre, l'inertie, ça va pouvoir d'ajouter ou pas de l'inertie à ce mouvement. C'est-à-dire que le mouvement va avoir tendance à vouloir continuer quand vous le retenez, avoir tendance à un peu continuer quand vous le retenez, et quand vous relancez le volant dans l'autre sens, il va avoir tendance à vouloir continuer, il va falloir le retenir un tout petit peu entre guillemets. J'exagère un peu, il va pas falloir le retenir, mais ça va ajouter cet effet un petit peu d'inertie, voilà, qu'on va retrouver dans le mouvement. C'est pas forcément, personnellement je l'utilise pas du tout, Flo je sais qu'elle aime bien en mettre un tout petit peu. Vous pouvez le mettre de 0 à 10. Ensuite, le Cornering Force Assist. Le Cornering Force Assist, à quoi ça sert? C'est quelque chose qui va, par exemple, dans les longs virages, où ça demande beaucoup de retour de force, comme sur l'IndyCar. Si vous roulez en Indy, si vous avez du clipping parce que votre base n'est pas assez puissante, c'est vite très chiant, et ça brise complètement l'immersion, puis en plus vous n'avez pas les détails dont vous avez besoin pour piloter au plus haut niveau, donc ça va pas. Là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que pour éviter d'atteindre ce point de clipping, même si à 27 Nm le point de clipping, vos bras auront cédé avant, voilà. Pour éviter d'avoir ça, même si vous réglez par exemple votre base on va dire à 10 Nm de couple. Le truc, c'est que vous pourrez augmenter le Cornering Force Assist. Ça va réduire le couple envoyé par le virage en tant que tel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça va réduire le couple que vous allez ressentir pour tourner le volant dans ces longs virages. Par contre, ça va permettre de conserver du détail de route et du détail du coup de suspension, etc. Donc tout ce dont vous avez besoin pour rouler. Donc voilà, ça va atténuer la force pour vous donner plus de détails. Donc c'est quelque chose que si vous utilisez la base, par exemple à 10 Nm ou 15 Nm, ça peut être utile. Ensuite, justement, on passe à la force globale de la base. Donc là, elle est à 15, là on l'a fait monter à 27. Voilà, donc ça c'est le Nm envoyé par l'Invicta. Ça va de 3 à 27, on ne peut pas tomber à 0. Si vous vouliez une base sans retour de force, il fallait aller voir chez
ECCI. Chez ECCI, eh oui, qui faisait des bases sans retour de force haut de gamme. Le Torque Behavior Prediction, maintenant, qu'est-ce que c'est? Ça remplace ce qu'on appelle en général, parfois dans d'autres logiciels, l'interpolation. C'est le fait de remplir les trous dans les paquets de données envoyés par le jeu. Alors attendez, je vais repartir des bases. Le jeu, il va envoyer des signaux à la base pour qu'elle puisse traduire ces signaux-là en mouvement avec son moteur qui vont être transcrits du coup dans vos mains. Mais ces signaux, ils sont pas continus. C'est des paquets de signaux qui sont envoyés comme ça à intervalles réguliers et les plus rapprochés possibles. Le truc, c'est que toutes les simulations n'envoient pas des paquets de signaux au même rythme. Il y a des simulations un peu anciennes qui parfois ont beaucoup de trous, on va dire, d'espace entre deux paquets d'infos. Et avant, c'était pas un problème. C'est-à-dire que quand on avait que des volants à courroie et à engrenage, tu avais le mécanisme de la courroie ou de l'engrenage qui faisait que tu le sentais pas, tu vois, le trou. Il n'y avait pas de grain, tu ressentais rien du tout parce que tu avais le mécanisme qui jouait un peu l'amortisseur de ça. Sauf que maintenant, avec les Direct Drive, et ça c'est quelque chose que tu peux sentir. Ça peut donner un peu de grain, ça peut donner des choses qui sont pas censées être là, quoi, tout simplement, qui font pas partie du retour de force, qui sont juste du coup un dégât collatéral. Pour combler ce dégât collatéral, il y a l'interpolation, ou ici ils ont appelé ça le Torque Behavior Prediction, c'est-à-dire que le logiciel, le software, là, RaceHub, va inventer des paquets de données pour combler les trous. Il va dire, bon ok, le paquet de données avant c'est ça, le paquet de données après c'est ça, donc moi au milieu je vais faire ça. Voilà. Et comme ça vous n'avez pas de trous et vous avez quelque chose qui est lisse, qui est doux, qui est naturel. Selon les simus, c'est très important d'en mettre, pas dans toutes, il y en a où tu peux le laisser à 0 ou à 1 et ça fait très bien le taf, mais il y en a où il faut le monter à 4-5, voilà. Donc voilà, c'est quelque chose de très pratique pour certaines simus, pas pour toutes, mais voilà, c'est important de l'avoir. Ensuite, le Torque Acceleration Limit, ah là il est à 0, je sais pas pourquoi. Ça doit être à fond, dans l'idéal ça doit être à fond. Parce que ça en fait c'est la réactivité de la base, c'est-à-dire à quelle vitesse elle va être capable d'envoyer son couple. Là par exemple, du coup elle est réglée à... Alors, on sait que dans les faits, ils sont capables de faire entre 9 et 9,4 avec l'Invicta. Donc là, le logiciel, il va jusqu'à 9,5. C'est pour arrondir les choses, j'imagine. Mais 9,5 Nm par milliseconde. C'est-à-dire qu'elle est capable d'envoyer son couple total en 3 millisecondes. En fait, c'est ce qui va faire aussi la réactivité de votre base. C'est ce qui va faire que vous allez tout de suite ressentir les choses, tout de suite ressentir les petits détails et que vous n'allez pas avoir un tout petit delta qui va faire que vous perdez le train arrière. Vous savez pas pourquoi? Parce que j'avais pas mon truc, j'avais pas de réactivité dans la base. Il y a aussi les autres réglages du retour de force qui jouent là-dessus, évidemment. Je schématise, mais en gros, voilà, plus votre base elle va être rapide, performante dans le fait de vous envoyer rapidement le retour de force, le couple, et mieux ce sera. Donc là, voilà, on peut le monter à 9,5, on peut le descendre jusqu'à 0,1 Nm par milliseconde. Le descendre, je vois pas vraiment l'intérêt, quand tu as une base de cette qualité, tu as envie de l'utiliser à plein potentiel. Et ensuite, l'anti-oscillation. Donc ça, vous savez, les oscillations, c'est les mouvements, il y en a beaucoup par exemple dans Assetto Corsa malheureusement. Quand vous êtes en ligne droite, vous allez avoir cet effet où il y a finalement des forces qui s'opposent, et du coup, ça va créer des oscillations du volant, et si vous lâchez le volant devient incontrôlable, et puis c'est le bazar. Là, il y a un système d'anti-oscillation, qui est découplé d'ailleurs du dumper. En général, sur les autres retours de force, on joue plutôt avec le dumper pour ça. Mais là, non, c'est un autre outil du coup qu'ils ont mis. Et du coup, il est très efficace. Pour le coup, vraiment, si vous le mettez assez fort sur Assetto Corsa, les oscillations, il n'y en a plus. J'en ai plus repéré depuis que j'ai fait mes petits réglages. Et ça bouffe pas trop. Ça bouffe quand même du détail, mais ça en bouffe pas trop, on va dire. Ça reste acceptable. C'est pas comme un dumper qu'on mettrait à fond ou une friction qu'on mettrait à fond. Voilà, une fois que vous avez fait votre réglage, ça je vais le remettre à 10, on peut sauvegarder to wheelbase. Alors, sachez une chose aussi, vous n'êtes pas obligé de sauvegarder à chaque fois que vous changez de page. Vous pouvez sauvegarder tout à la fin. C'est-à-dire que ça fera une sauvegarde générale de tout. Comme ça, vous n'avez pas besoin à chaque fois de vous dire tiens, est-ce que j'ai sauvegardé cette page-là? Non. Vous faites tous vos trucs et puis après vous sauvegardez. On passe aux LED. Les LED, bon ça c'est le sujet, moi je suis moins sensible à ça, mais il y a des LED sur l'Invicta, il y en a 2 de chaque côté et 2 au-dessus, donc ça fait 6 bandes de LED qui sont des LED RGB, on peut changer la couleur, donc vous pouvez mettre toutes les couleurs qui vous passent par la tête, vous pouvez changer aussi l'intensité de l'éclairage. Moi je le mets le plus bas possible pour pas non plus que ça vienne faire des reflets dans l'écran, parce que c'est pas non plus le but.
Vous pouvez les couper aussi, hein, si vous n'aimez pas les LED, vous pouvez les enlever complètement. C'est un détail esthétique, voilà, c'est un détail esthétique. Il y en a qui seront contents, il y en a qui s'en foutent. Moi, je suis pas sensible à ça spécialement. Donc, on va passer directement à Safety. Alors, Safety, c'est la sécurité. Il y a deux choses dans la sécurité actuellement. Il y a le Automatic Centering Strength. Donc ça, c'est la force avec laquelle la roue, imaginons que je la mette comme ça. Donc en soft, ben voilà, en gros, on peut tourner, mais ça revient au centre tout seul. Voilà, après on peut le mettre en moyen. C'est un peu plus dur à tourner, et puis en dur, c'est très dur à tourner. Bon, vous avez compris le concept. Donc ça, c'est la force avec laquelle du coup la roue va revenir au centre. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est le Hands Off Detection. Alors, le Hands Off Detection, moi je vous invite à le mettre haut. Directement, vous ne vous posez plus de questions, vous le laissez en haut et vous y touchez plus. En fait, le Hands Off Detection, c'est un outil qui va permettre de détecter quand vous n'avez pas les mains sur le volant. Imaginons que vous ayez un début d'oscillation ou alors que vous ayez perdu le contrôle de la bagnole et qu'elle parte dans un ravin. Imaginez, vous êtes en rallye sur Assetto Corsa et la bagnole part dans un ravin, le volant devient incontrôlable, vous n'avez pas envie de vous blesser. Le Hands Off Protection, il va détecter quand vous avez lâché le volant. Et au bout de, alors c'est pas direct, ça se fait pas en un quart de seconde, ça se met vraiment en plusieurs secondes pour se déclencher, mais quelques secondes après que vous ayez lâché le volant, ça va dire, hey, tiens, il n'y a pas de force appliquée par les mains du gars là, il a dû lâcher le volant, on va couper le couple. Ça ne coupe pas vraiment le couple, ça va juste ramener le volant au centre et ça va le mettre, ça va appliquer une force un petit peu pour qu'il reste en place. Et quand vous allez remettre les mains dessus, il va pouvoir reprendre son cheminement normal. Donc voilà, je vous invite vraiment à l'utiliser ce truc là parce que quand vous avez une perte de contrôle ou un truc et que vous avez peur de vous faire mal, parce qu'au début quand vous faites vos réglages, il y a des moments où on se fait un peu peur quand même, mettez-le à fond. Mettez-le à fond et laissez-le comme ça, vous y touchez plus. De toute façon, bon, en théorie, vous ne lâchez pas le volant quand vous conduisez, donc vous risquez pas d'avoir de problème par rapport à ça. Mais le moment où vous le lâchez, où vous n'arrivez plus à reprendre le contrôle parce que ça bouge dans tous les sens et que ça fait un peu peur, là au moins, vous savez que vous êtes couvert. Et enfin, on a l'onglet notification. Donc ça, c'est les notifications sonores de la base. C'est-à-dire que la base, elle joue des sons. Quand vous l'allumez, quand vous rallumez ou que vous coupez le couple, il y a plein de petits sons comme ça qui se jouent. Quand il y a aussi une mise en sécurité, si jamais la base, elle détecte qu'il y a trop de force qui est envoyée ou qu'il y a trop de jus aussi dans l'alimentation, il va y avoir un son qui va jouer. Et vous allez avoir d'ailleurs la lumière du bouton coupe-couple qui va se réduire un petit peu puis après remonter. Ça veut dire qu'il y a eu une mise en sécurité, qu'il y avait un danger pour vous. Du coup, que la base, elle a dit « Oh, pop, 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 pop ». Attention les mecs, voilà. Et donc ça va jouer des petits sons, vous pouvez choisir de les enlever ces petits sons. Soit vous les mettez, soit vous les mettez pas. Moi je les laisse comme ça, je sais qu'il s'est passé un truc si jamais il se passe un truc. Et vous pouvez faire une sauvegarde. Ah oui, le petit i, alors oui, le petit i là en haut à droite, ça c'est pour savoir quelle version du logiciel vous avez en place actuellement. Cette fois on a vraiment fait le tour. Vous avez tenu jusque là, bravo, vous avez mérité une pause café. Tu joues à quoi? Race Room, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus dur en main quand même. Et là, je suis encore sur le setup, GT3 que j'avais pris pour iRacing. Anti-oscillation sur Assetto Corsa, il marche bien. Est-ce qu'on peut parler un petit peu, faire une petite pause pour parler de nos ressentis? Moi, le tout premier ressenti que j'ai eu par rapport au retour de force, c'est que c'était trop fort. C'était trop violent. Dès que je tournais, déjà, il fallait que je mette toute ma force dedans et j'avais même mes muscles intercostaux qui étaient mobilisés pour pouvoir tourner le volant. Donc là, évidemment, c'était pas agréable, donc il a fallu le baisser. Sur quoi on l'avait testé au tout début? Le premier truc qu'on avait fait, c'était Assetto, je pense. C'était Race Room. Ah oui, c'était Race Room. Et Race Room, j'avais mis genre à 45%, un truc comme ça. Donc c'était pas... physiquement, c'était difficilement gérable. Non, ça fonctionnait pas. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était à 25%. Là, ça allait mieux. Je pouvais conduire de manière plus sereine sans risquer de me faire mal. Parce que bon, si on conduit avec la crainte de se faire mal, il y a un problème. Je me suis fait 2-3 coups. Ouais, moi aussi, je me suis fait mal où t'as les pouces qui s'en vont. Tu dis, wow, où est-ce qu'on va? Gardez à l'esprit, voilà, vous avez votre bouton
bouton torque off pour couper le couple si besoin. Si vous voyez que le volant se met à faire n'importe quoi, que vous partez dans un ravin ou que machin, vous coupez, vous vous posez pas de questions, allez pas vous blesser parce que 27 Nm c'est violent. Quand ça veut être violent, c'est violent. Ça peut être très très doux, ça peut être bien réglé, ça peut être très sympa, mais ça peut aussi être dangereux. D'ailleurs, ça me permet de rappeler que c'est une base Invicta qui fait partie de la gamme Invicta et c'est vraiment pour un public aguerri, j'ai envie de dire. Averti, qui fait gaffe. Et donc du coup, faites surtout pas comme moi, qui suis débile là-dessus. C'est que j'ai voulu partir d'un retour de force, on va dire à 45% dans le jeu, parce que oh ça va aller, machin. Non. Partez bas, partez genre à 15%. Ce sera trop faible, vous le verrez vite, mais petit à petit au moins vous montrez de quelques pourcents à chaque fois, genre 5% à chaque fois, et vous trouvez votre équilibre à vous et celui où vous êtes, vous avez votre ressenti, où vous êtes quand même à l'aise et où vous pouvez piloter sans risquer de vous casser les 2 pouces, quoi. Ça c'est important. Après en termes de ressenti, en termes de précision, qu'est-ce que ça apporte finalement? C'est 27 Nm, 7 encodeurs de 4 millions d'encodage par tour de roue, ce slew rate de 9 à 9,4 Nm par milliseconde. Parce que ça apporte c'est de la précision. Il y a du détail qu'on n'aurait pas sur des plus petites bases, en tout cas avec une puissance plus faible. Moi je prends l'exemple de Air Factor 2, c'était un plaisir. Hein. Déjà que Air Factor 2 au niveau du retour de force il est là, mais alors là tu lui mets une base Invicta, c'est un autre level, tu vis une autre aventure encore. Pour le coup c'était la meilleure expérience sur Air Factor 2 parce qu'il y avait un ressenti piste qui était vraiment excellent, je me suis dit ah là je conduis. Sur Race Room aussi, moi j'ai pris quelques bons kiffs, je m'étais fait un tour en F4 sur le circuit de Macao, j'étais immergé. Mais immergé, au niveau du ressenti et tout, j'étais dedans. Alors Assetto Corsa, j'ai eu, vu que j'ai mes repères, Assetto Corsa, je le ponce tous les jours. Du coup, j'ai mes repères à moi, j'ai mes ressentis à moi. Du coup, il a fallu plus que je travaille là-dessus. Oui. Parce qu'il fallait que je retrouve le ressenti que j'apprécie dans Assetto. Ça, c'était plus, je voulais avoir mon truc. Mais je te rejoins, moi, Assetto Corsa, ça m'a déstabilisé parce que vu qu'on changeait de base, du coup tu dis alors attends, je n'ai plus les... Où sont mes repères? Ça va plus. Donc il faut, encore une fois, quand on prend une nouvelle base, il faut prendre le temps de faire les bons réglages et ça prend un temps monstre. Ça prend du temps de faire des bons réglages fins. En fait, les réglages que vous avez de base dans la base, dans le logiciel Race Hub, ils sont bien pour démarrer. Le F1, il a été fait avec les retours de Magnussen. Donc, je peux pas trop dire grand chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu pilotes une F1 toi? Non, bon bah voilà. Oh oui, ça manque un peu de dumper. Mais c'est Magnussen qui l'a dit qu'il fallait faire comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Qui? Tu veux dire, appelle Magnussen. Tu lui dis, bon, voilà, il manque de dumper. Il va te dire, non, dans ma bagnole, c'est pas comme ça, voilà, je m'en fous. Donc bon, sur le F1, on peut rien dire. Sur le GT3, ça a été fait avec les retours de Valdemar et les données télémétriques de Valdemar sur les forces qui étaient appliquées dans ça. Audi R8 quand il faisait les GT World Series. Donc il y a aussi, alors ça après vous pouvez le modifier vous pouvez en créer des copies et puis les modifier après. Donc comme ça vous pouvez moduler un petit peu en partant de ces bases là qui sont déjà assez performantes. Mais après c'est vrai que par exemple pour Assetto, là où on a vraiment nos repères et où on a une habitude de jeu parce que vu que tous les jours on y joue, c'est vrai que là il a fallu un petit peu plus tweaker, un petit peu plus adapter. Ça se fait en une demi-heure en gros, ça voilà, faut prendre le temps. Ça c'est ce que je vous répète à chaque fois quand on fait des réglages de retour de force. Vous prenez une demi-heure de votre temps et vous vous dites ok, je vais mettre ce réglage-là à 0, qu'est-ce que ça fait? Je le mets à 100, qu'est-ce que ça fait? Je le mets au milieu, ah d'accord, ok. Et après je peux commencer à moduler un petit peu entre les deux. Et je fais ça pour tous les réglages. Et puis à la fin, vous savez précisément ce que vous appréciez, ce qui vous convient, et vous avez les bonnes infos pour être performant. Donc là, par exemple, on a pris une semaine juste pour faire les réglages sur toutes les simus. Voilà. Ça a pris beaucoup de temps, parce qu'il fallait en même temps, il fallait tester les trucs, il fallait avancer dans les reviews, il fallait comprendre un peu ce qui se passait. En même temps, il fallait régler chaque simu indépendamment. Les simus, il y en a une chier. Il était simple le temps où on se contentait de tester sur Air Factor 2, Assetto et Assetto Corsa Competition. Mais là, du coup, on a voulu faire les choses bien. Donc, on a testé sur iRacing, on a testé sur Automobilista 2, sur tous les trucs. D'ailleurs, le fait de pouvoir tester sur plein de simus comme ça a permis de détecter quelques petites anomalies, de les faire remonter à AZTEC en leur disant tiens, il y a ça qui va pas. Et alors là, réactivité exceptionnelle. Hein. Quand on avait un souci, soit dans la journée, soit le lendemain, soit le surlendemain, t'avais un patch, une mise à jour du logiciel. Un truc. Les mecs, ils sont dessus, ça, il n'y a pas de problème. Et du coup, en 3 semaines, on a eu à peu près les mêmes remontées entre reviewers. On a eu les mêmes pépins techniques, entre guillemets, les mêmes petites choses à améliorer. Et du coup, en 3 semaines, il y a eu 3 mises à jour pour combler ça. Il y a juste sur BIM NG,
où il y a encore ce petit souci là, quand tu tournes vite, quand tu es à l'arrêt, quand la voiture est à l'arrêt et que tu tournes vite la roue, tu as la base qui se met entre guillemets en sécurité au niveau du retour de force et qui du coup libère un peu de force de la roue. Donc c'est assez étrange, je pense que c'est un petit truc à patcher. Je leur ai envoyé un email, donc ça va être résolu sûrement dans les 2 jours qui viennent. Mais au moment où on tourne là cette vidéo, ça c'est le truc à patcher du moment. Et je tiens à signaler que le SAV là, qui est mis en place, c'est pas juste pour nous, c'est pour tout le monde. Donc si aujourd'hui vous avez un souci avec base, volant ou caisse chez AZTEC, vous envoyez un email à AZTEC et ils vous répondent très rapidement. C'est eux qui gèrent tout, donc ils sont dans les bureaux et c'est très efficace. Ouais, puis vous, c'est les gars, de toute façon, si vous suivez un peu AZTEC par exemple sur Discord, sur leur Discord, les gars du SAV ils sont dessus aussi. C'est les mêmes gars qu'on a vu d'ailleurs quand on était en septembre, quand on vous avait fait la vidéo, les gars qu'on voit, c'est les gars qui sont là, qui s'occupent de vous. Donc on sait qu'ils connaissent les produits pour le coup, ils ont montré le truc. Donc petite conclusion sur le ressenti, extrêmement précis, mais évidemment quelque part t'as le meilleur encodeur, t'as le meilleur slew rate, t'as le moteur le plus puissant qu'on ait testé sur cette chaîne à ce jour. Et évidemment qu'elle détruit tout ce qu'on a pu tester auparavant. En même temps, ça s'adresse pas à tout le monde. Pour moi, c'est pas quelque chose qui s'adresse à des joueurs débutants ou à des nouveaux sim racers. C'est pas du matériel que tu achètes quand tu commences parce que c'est un budget qui est quand même gros. Et de toute façon, toutes ces bases-là, pour moi, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est vraiment pour un public aguerri. Bon, je le dis, je le redis, mais oui, si tu es débutant, tu vas aller vers l'entrée de gamme qui est la Prima et qui sera déjà mais exceptionnelle, j'en suis persuadée quand on va le tester. Et encore, je sais même pas si un débutant il a vraiment intérêt à commencer par AZTEC. Moi, je pense quelqu'un qui démarre, il ferait mieux de commencer d'abord avec des trucs un peu plus tranquilles, déjà au niveau budget. Parce que quand tu démarres le sim racing, tu sais pas. Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça va pas me plaire? Est-ce que je vais vraiment continuer? Parce que du matos qu'on voit en vente après sur Facebook, au bout de même pas 6 mois ou 1 an, on en voit. Et les trucs, ça se vend après. Alors pas forcément au rabais, mais tu perds de l'argent quoi, concrètement. Donc autant commencer peut-être avec une base d'occasion, genre un T300, une connerie comme ça, qui marche, qui fait le travail. C'est pas ça qui va changer votre vie, hein, le direct drive. C'est du confort, c'est de la précision en plus, mais il faut être capable d'apprécier cette précision et de la vouloir et d'aimer aussi aller travailler ça, travailler ses réglages, s'amuser, comprendre comment ça marche. Conclusion. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh ben, écoute, c'est une base. Elle est là, quoi, voilà. Le rapport qualité-prix, il est excellent aussi. Le rapport qualité, oui. Pour une base de ce niveau de hardware, oui. Maintenant, je reviens quand même là-dessus. Ça ne s'adressera pas à tout le monde. Ah oui. Voilà, oui. on a insisté là-dessus, mais je le redis quand même, c'est pas pour tout le monde. Voilà. Tu vois, même nous, est-ce qu'on aurait... oui, on l'aurait acheté, parce que de toute façon, j'étais parti pour l'acheter. De toute façon, tu étais parti, tu l'avais déjà précommandé. Mais est-ce que c'est nécessaire pour tout le monde? Non. Les joueurs lambda qui jouent comme ça le week-end pour se faire plaisir, ça, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup plus qu'il n'en faut. Et c'est une dépense inutile pour ces joueurs-là. C'est pour des joueurs qui font ça tous les jours ou qui sont passionnés à taquet, quoi. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Merci à AZTEC de nous avoir envoyé tout ce matériel-là pour pouvoir le tester, faire on espère, de belles vidéos. Merci beaucoup du coup à Casper, à toute la team, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés, même pendant la review, répondre aux questions, etc. Dès qu'on avait un petit doute sur quelque chose, hyper réactif, on vraiment leur écrit super. tous les jours, les pauvres. C'est vrai qu'on leur a écrit très souvent. C'est vrai, comment ça marche? Parce qu'il y a un moment, quand quelqu'un te répond, bah du coup tu continues à lui poser des questions. Donc c'est vrai que je me suis mis à lui poser peut-être beaucoup de questions. Je suis désolé Casper. Désolé. Je voulais être sûr, je voulais faire des trucs bien. Tac AZTEC. Et la prochaine fois qu'on se voit, bah Tohul, comme on dit. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve la semaine prochaine. Pour une prochaine vidéo. A plus. Ah docteur, merci pour vos conseils, je suis très satisfaite. Le truc c'est que, en termes de... Je suis essoufflé. J'ai parlé trop vite. Joyeux Saint-Valentin.